Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc je suis chez André Buru-Giroux. Bonjour André. Bonjour, Alors Fabrice. quand on parle souvent de grands voyageurs, ouais, c'est une expression grand voyageur et c'est sans doute une expression qui te va très bien puisque tu as voyagé une grande partie de ta vie. Tu dis toi-même que tu as eu... Pas une grande partie, Non. toute ma vie. Toute ma vie, pardon. Tu as eu, tu dis, une vie sabbatique. J'ai pris une vie sabbatique, oui. Donc, tu as commencé, tu es parti en 1955 à 17 ans. C'est ça. Et tu es parti au départ voilà, en voyage, mais à cette époque, tu ne pensais pas que tu allais voyager autant et que tu allais mener une vie... Personne ne peut imaginer de voyager toute une vie. Ça, c'est impensable. Même mon premier voyage, qui a duré 18 ans sans rentrer, je n'avais pas pensé que je partais de 18 ans. On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Et puis surtout, c'est en 55. Je ne veux pas jouer à l'homme de Cro-Magnon. Mais quand j'en parle aujourd'hui, on me prend pour l'homme de Cro-Magnon. On n'avait pas le téléphone à la maison. Je dis aux jeunes, il y a pire, on n'avait pas la télé. Le père du guide du routard n'était pas né. Il n'y avait pas, je dis toujours, il n'y avait pas d'avion à rédaction, c'est des avions à hélice. Et ceux qui prenaient l'avion, c'était un riche. On ne bougeait pas parce qu'en 55, on reconstruisait encore le pays de la guerre. Donc il n'était pas question de faire des tours du monde. L'Union européenne n'existait pas. C'est une époque qui a complètement disparu. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a tellement de renseignements, c'est ça qui manquait, c'est le renseignement. Et aujourd'hui, il y a tellement de renseignements. Il y en a trop? Oui. Non, jamais trop. Non, mais il y en a tellement que je fais mes voyages avant de partir maintenant. Je peux tracer dans cet appart mes voyages avant de partir et suivre après à l'heure près, à l'euro près, ce que j'ai tracé ici. Ce qui n'était pas le cas en 55. Alors, je ne veux pas dire non plus que moi j'ai découvert le monde. C'est pas vrai. Les explorateurs sont passés avant moi. Mais ce que je veux dire... C'était peu commun à l'époque, c'était très peu commun. Oui, et puis c'est pas ça, c'est que moi j'y étais à l'aveuglette. On va pas à l'aveuglette aujourd'hui, on sait où on va, on rate rien. On a tout vu à la télé, on sait. Il n'y a pas la surprise. Tandis que moi j'y allais à l'aveuglette. Quand j'ai dit que je pars en Écosse, mon premier pays, mais les gens, mais quoi? Tu vas en Écosse? Tu vas traverser la Manche? Tu vas jamais revenir vivant. Voilà l'esprit qu'il y avait. Et quand tu es parti, la première fois, d'où t'es venue cette envie de voyager? Est-ce que c'était par rapport à ta famille, par rapport à des lectures que tu as fait, des rencontres? C'est souvent la question qu'on pose à quelqu'un qui oui, qu'est-ce qui fait partir? Bon, moi, c'est vrai que j'avais un rêve interne de voir le monde, que je peux guère expliquer, parce que mon père, c'est un paysan auvergnat qui n'est jamais sorti de son jardin. Donc, chacun son horizon, mais ce n'était pas le mien. C'est vrai que ma mère avait voyagé en tant que femme, mais pas autant qu'aujourd'hui, mais elle avait un peu voyagé. Mais bon, elle ne me poussait pas au voyage. Parce que tu viens plutôt d'un milieu populaire. Oui, mon père était ouvrier. En un mot, mon père, c'est un paysan auvergnat. Il y avait trop d'enfants dans la ferme, il a dû quitter l'Auvergne et s'est retrouvé à la SNCF dans la région parisienne à nettoyer des wagons. Mon père, c'est exactement la même chose. Bon. Donc moi, je suis fils de paysan, fils d'ouvrier. Donc j'ai pas... Mon papa, il n'est pas pilote Air France, c'est ça. Mais bon, j'avais ce rêve interne. Mais j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'a poussé à voyager. Ouais, j'imagine. Alors ça peut paraître drôle ce que je vais dire. C'est que moi, ce qui m'a poussé au voyage, c'est pas les récits des grands explorateurs. Et puis bon, il n'y a pas la télé pour nous montrer tout ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, je pense, c'est par exemple ce qui m'avait intrigué. J'avais vu une photo du père de Foucault à Tamanrasset, en Afrique. Et je voyais ce type qui était en savate avec une bure de rien du tout, puis qui avait l'air heureux. Dans des conditions qui me paraissaient bizarres. Dans le désert, il fait chaud, il n'y a rien à manger. Et le gars, il était heureux. Ça m'intriguait. Comment un type qui n'a rien peut être heureux? C'est ça. Et alors, après, par exemple, j'avais aussi lu l'histoire de Saint François d'Assise. Un type qui était d'une famille riche, qui a tout quitté pour vivre avec les animaux et tout ça. C'est des choses qui m'intriguaient au niveau humain. Comment on peut être heureux si on n'a rien, quoi, enfin presque rien. Et c'est ça, en fait, ça paraît drôle à dire. Ce qui m'a mis... Parce que ce que j'ai fait, puisque finalement j'étais dans tous les pays et tous les territoires, j'aime mieux l'appeler, c'est pas un tour du monde, parce que c'est pas un cercle comme ça, c'est un tour des hommes, ça a zigzagué dans tous les sens, c'est tous les pays d'ailleurs. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, ça n'a pas été le kilométrage ni l'aventure, c'était le cœur de l'homme. C'est ça qui m'a... C'était pas conscient, tout ça, je l'analyse au retour maintenant. Mais c'est le cœur de l'homme qui m'a intéressé, et j'ai découvert au fur et à mesure en voyageant, la grosse raison, c'était pas le voyage en soi, c'est que comme je suis né avant la guerre, je suis né en 37, mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre, mais la vraie de vraie. Pas la télé, il n'y a pas de télé. C'était les Boches, les bombardements, les tickets, je me rappelle. Même aujourd'hui, par exemple, quand ils essayent l'alarme à Boussy, une fois par mois, à la mairie,
Moi, à chaque fois j'ai un pincement au cœur, j'ai envie de courir à la cave parce que pour moi, ce bruit-là, c'est les bombardements. Pour dire comment ça marque. D'ailleurs, chacun de nous, on est marqué par l'enfance. Non, bien sûr. Mais C'est le sac à dos intérieur. Ouais. Ça, l'enfance, c'est très important. Et moi, c'était la guerre, l'enfance sur la guerre. Bon. Et un avion qui s'est abattu derrière chez nous, là, à Brunois et tout ça. Donc j'ai vraiment vu, je me rappelle les chars américains à la fin, ça s'est canonné dans la plaine de Mandre à côté. C'est pas des trucs de magazine, moi, c'est du vrai. Et je pense qu'inconsciemment, c'est l'homme qui m'a intrigué. Et notamment par rapport à la guerre, j'ai voulu peut-être rencontrer les hommes du monde entier pour connaître les points communs, les différences, les cultures en fait. Et savoir cette question essentielle aujourd'hui, c'est est-ce que la paix est possible? C'était ça le ressort de ma démarche. Mais il faut dire qu'à 17 ans, non, on fonce dans le brouillard, on ne se pose pas de questions. Et d'ailleurs, il vaut mieux foncer à 17 ans parce qu'après, c'est un peu tard. Après, il y a la famille, le boulot. À 17 ans, moi, je suis parti le lendemain de l'école, j'ai rien quitté. On n'a rien dans les mains le lendemain de l'école. Moi, j'ai rien abandonné. Mais et puis alors, j'ai une insatiable curiosité d'esprit qui est toujours là aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'ai vu tous les pays, tous les territoires du monde, je continue parce qu'il y a des trucs que j'ai manqué dedans, justement, parce qu'il n'y a pas de guide, pas de renseignement à l'époque. Donc c'est la curiosité d'esprit. Par exemple, moi, je vois une colline devant moi. Bon, premier réflexe, je veux savoir ce qu'il y a derrière. Mais il y a des gars, je leur dis, t'as vu la colline? Où ça? Ben, maudit niaiseux, tu vois pas qu'il y en a une en face de ton nez, là? Non, il ne voit pas, le gars. Mais moi, non seulement je la vois, mais je veux voir ce qu'il y a derrière. La curiosité d'esprit. Et puis aussi, ce qui m'a peut-être poussé au voyage, parce que c'est essayer de comprendre, parce qu'en fait, c'est une forme d'université que j'ai fait. C'est pas le voyage, c'est pas l'aventure en soi, comme je vois des gars qui font des trucs de voyage ou d'aventure ou des gros coups. Ils grimpent l'Everest, très bien, mais bon, ça c'est une autre forme. Moi, j'ai essayé de comprendre le monde, et quand j'ai quitté la France avec les notions de l'école et du caté, je n'étais pas d'accord. On m'a bourré le mou. Charlemagne était français. Moi, je vais travailler en Allemagne pour apprendre l'allemand. J'avais appris en France que Charlemagne est français. J'arrive en Allemagne, il est allemand. Ben, je dis, les gars, il faudrait se mettre d'accord. Le caté, en dehors de l'église, pas de salut. On la comprend, l'église catholique. Hein. Ils osent plus le dire maintenant, mais après la guerre, ils le disaient fermement. Mais alors, les autres, ils valent quoi? Et ça ne correspondait pas. J'étais intrigué par... Il y a des choses que j'avais du mal à admettre. Et je voulais, en fait, ma curiosité me poussait à les voir par moi-même. D'accord. Et donc, pour résumer brièvement, donc tu es parti les premières années à travers l'Europe, tu as fait plusieurs métiers pour apprendre plusieurs langues. Oui, c'est-à-dire, oui, mais je ne pensais pas faire ça. En fait, tout. Moi, je ne pensais pas partir seul. Non, mais rien, j'avais rien planifié. J'avais le rêve, et puis tout s'est enchaîné malgré moi. Ce qui me fait dire que j'ai obéi à une espèce de destin. J'aurais voulu le faire moi-même, jamais j'aurais pu faire tout ça. Mais au début, comme je ne pensais pas que je pouvais faire le tour du monde. Pas d'argent, pas de renseignements, c'était pas la mode. J'ai dit, je vais aller apprendre l'anglais. Alors il s'est trouvé que j'avais fait, par erreur, 3 ans d'école hôtelière avant. J'étais en avance. Et donc, j'ai dit, bah, je vais apprendre l'anglais, parce que ça m'avait intrigué. J'avais entendu des Américains à Paris en train de parler une langue que je ne comprenais pas. Et ça me chiffonnait, je voulais comprendre ce qu'ils disaient. Et donc, c'est ça le premier pas, c'est de dire, je vais aller apprendre l'anglais. Coup de peau, l'école hôtelière a fait un premier échange cette année-là, j'ai pu y aller, sinon je ne sais pas comment je serais parti. Et je me suis rendu compte en Écosse, c'était en Écosse, que je pouvais apprendre la langue bien sur place parce que je travaillais. Moi, je ne passais pas mon temps au bistrot. Je passais mon temps sur les grammaires, c'est autre chose. Après, j'ai dit, bah, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas l'allemand, pourquoi pas l'italien? Ça s'est enchaîné comme ça. Et il n'y avait pas l'Union européenne. Alors, j'ai connu l'Allemagne avec le visa, l'Espagne avec le visa. Et une fois dans le pays, il fallait le permis de séjour, permis de travail, c'était compliqué. Il n'y avait pas l'Union européenne. Mais moi, je me parachutais comme ça et j'ai fait des petits boulots, comme on dit. Mais évidemment, je critique l'école hôtelière, c'était pas mon truc, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Je trouvais du travail facilement dans les hôtels, à la cuisine, serveur, réception. Ça m'a aidé quand même, ça m'a mis le pied à l'étrier. D'accord, et c'est ensuite, donc en 65, tu arrives à Toronto pour bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que, oui, bon, alors après l'italien, je dis, pourquoi pas le russe? J'ai pas pu rentrer l'URSS, et je savais pas trop où aller. Et finalement, j'ai dit, je vais refaire un peu d'anglais. Après bien des histoires, je voulais d'abord travailler aux États-Unis, j'ai pas pu avoir les papiers. Enfin, finalement, je suis parti au Canada sans papiers. Et là, en arrivant en 65 à Toronto, j'ai découvert un truc que je savais pas, parce que il n'y avait pas encore les guides de routard. J'ai découvert qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Mais ça, je ne le savais pas. Ou disons, c'est ce que je dis, la différence entre le coût de la vie
et les salaires est plus large. Mhm. Ce qui évidemment permet Ce qui d'économiser plus vite. Ce qui t'a permis d'économiser pendant 3 ans. C'est là que j'ai compris que je pouvais économiser. Voilà, pour entamer ton tour du monde. Voilà. Alors j'ai pas planifié 3 ans, j'ai économisé jusqu'à ce que j'ai pensé avoir assez. Voilà. Et en 67, tu es parti pour faire voilà, le tour en du monde. 67. Et j'ai travaillé sans papier au Canada. Bon, Sarko n'est pas là, ok, c'est bon. Sans papier. Donc avec 3 ans d'économie, mais ça je ne le savais pas, j'ai tenu 6 ans. C'est-à-dire le premier voyage en fait a duré 18 ans sans rentrer à la maison. Et les 6 dernières années, c'est là où j'ai parcouru le monde avec mes économies du Canada que je dépensais au compte-gouttes. Voilà, non-stop pendant 6 ans. Voilà, et pendant 6 ans, j'ai fait du stop. C'est-à-dire je dépensais $1 en moyenne, $1 par jour, donc les économies du Canada. Alors ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand j'ai quitté Toronto, qu'est-ce que représentait ce dollar? Pile l'achat de 2 petites bières et un paquet de cigarettes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Mais moi, je ne suis pas un gars marrant. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et l'argent qui part dans l'alcool et la fumée, je préfère mettre dans le voyage. Mais ce dollar s'explique quand même par 3 raisons principales. Quand même. Et il y en a une, j'ai fait que du stop. Bon, c'est-à-dire 0 pour se déplacer. 400 000 km en stop, c'est pas rien. Mais le problème du stop à travers le monde, c'est que les 2 tiers de la Terre n'est pas de la Terre. Voilà, donc tu as fait du bateau stop. Voilà. Il y en a un qui marche sur l'eau, mais pas moi, oui, j'imagine. Oui. Et du voilier stop aussi. Voilà, donc ça c'est pour les déplacements. Et pour le logement, donc le logement, c'était très simple. J'ai un principe, jamais à l'hôtel. Alors, on peut comprendre, 3 ans d'école hôtelière, ça vaccine. Donc, mon principe de base, et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Parce que et puis alors, je mangeais dans les marchés. Donc, ce dollar, c'était pour manger et payer les visas. Et donc voilà, pendant 6 ans, tu as réussi à voyager avec $1 par jour. En gros. Oui, et le dollar s'explique parce que d'abord, j'ai pas payé le transport, j'ai fait un stop. Deuxièmement, j'ai jamais dormi à l'hôtel. Ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. J'avais pas de tente, un duvet. Et puis, je mangeais dans les marchés. Mais cette façon de faire là, le stop, dormir n'importe où et manger dans les marchés, me gardait en contact constant avec les gens. Et ce que je recherchais, c'était le contact. Alors j'étais seul, pas par goût de solitude, mais justement pour être disponible pour pouvoir rencontrer les gens. Parce que par exemple, on ne reste pas des jours sans parler. Donc j'étais obligé de parler aux gens, si j'avais la même langue d'ailleurs. J'étais obligé de parler. Et puis les gens me voyant seul m'approchaient facilement. C'est pour ça que j'étais seul. Mais donc ça, le dollar s'expliquait parce que tout allait dans la nourriture et les visas. Parce que les visas à payer. Donc c'était mes 2 dépenses. Et moi je pense que le voyageur doit être indépendant. Donc je n'allais pas frapper aux portes non plus. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été chez les gens, parce que ça m'intéressait de vivre dans les familles aussi, pour connaître, comprendre. Mais j'y allais dans le jeu naturel du voyage. Par exemple, je faisais du stop. Le gars il me prend, il me dit, tu viens d'où? Moi je viens de Paris. Ah, tu viens de Paris, mon frère veut y aller, tu veux pas venir à la maison, partager, nous expliquer ça. Donc là on partageait un petit peu de riz, une banane, et puis bon, je leur expliquais Paris, c'est dans ce sens-là, dans le jeu naturel. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez une carte du monde. Voilà. Et donc en noir, c'est le trajet c'est le parcours, ça. Voilà, pendant donc on voit, je pense qu'on va voir sur la carte, il y a 2 traits, il y a la couleur noire et rouge. Voilà. Alors le noir, mais il y en a tellement, on a du mal à lire la carte. Le noir, c'est le premier voyage dont on parle, là, qui a duré donc 18 ans sans rentrer à la maison. Et c'est là où j'ai parcouru les 400 000 km en stop au cours des 6 dernières années. Et le rouge, c'est les voyages ensuite que tu as fait. Une fois que je suis rentré, oui, parce que maintenant. Voilà, je suis rentré fin 73, j'étais malade d'une dysenterie, et après j'ai repris, mais à partir de la France. Donc le rouge, ça fait toile d'araignée. C'est des allers-retours chaque année, je partais 6, 7, 8 mois chaque année, pour finaliser mon rêve de visiter tous les pays, tous les territoires. Donc il y a 2 périodes là. D'accord. Donc à partir de 75, tu passes une partie de l'année en France, oui, et le reste à l'étranger. Oui, je continue à voyager parce que je suis rentré furieux de manquer des pays. Mais la deuxième partie, j'étais encore plus motivé que la première. Pourquoi? Parce que j'allais voir ce que je n'avais pas vu. Parce que moi, j'ai qu'un critère de voyage, c'est voir ce que j'ai pas vu, même aujourd'hui. Le Taj Mahal, j'ai vu, je ne veux pas y retourner. Il y a des gus, ils retournent 50 fois le voir chaque année. Ah non, je l'ai vu, il n'a pas changé de forme. Hein. Enfin, il est un petit peu plus pollué maintenant, mais d'accord. Mais j'étais aussi doublement motivé parce que le thème que j'ai ramené de ma première des 6 ans de stop, là, qui fait le titre du premier livre, La Terre n'est qu'un seul pays, ça concerne tous les hommes.
On se pose des questions, le monde aujourd'hui porte pas sourire, et chacun se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'ailleurs? Donc moi j'ai des réponses à donner à ça que j'ai découvert en voyageant. Donc la Terre n'est qu'un seul pays, j'ai un thème qui convient à tous les hommes et qui me tenait à cœur de partager. Voilà, donc depuis 75, en fait, tu finances tes voyages en faisant des conférences. Voilà, j'ai essayé de me financer avec les livres. Ça, c'est mon premier livre avec le thème « La Terre n'est qu'un seul pays » qui raconte les 400 000 km en stop. Celui-là est récent, il raconte l'ensemble des 50 ans que ça m'a pris pour finaliser mon rêve. Voir tous les pays, tous les territoires du monde. Donc voilà, tu es arrivé depuis 30 ans à financer tes voyages. Oui, j'ai essayé avec les livres et puis il s'est trouvé que je n'ai pas pris de photos dans la partie stop. Parce que j'avais filmé, j'avais une petite caméra d'amateur. Et je filmais pour moi. Ce qu'il faut comprendre, je ne suis pas parti pour écrire des livres, faire des films, des conférences. Je suis parti pour mon rêve, point. Et j'ai rien dit pendant 18 ans. Mais il s'est trouvé que j'avais des petites bobines de film, le 8 mm, la préhistoire, ça. Des bobines qui duraient 2 minutes et demie. Et il y a un type de la télé, il m'a dit que ça pouvait s'agrandir. Il m'a dit se gonfler en 16 mm, comme les fameux connaissances du monde, là, les circuits. Et donc j'ai été voir ce qu'ils faisaient et je les ai copiés et j'en ai tiré un long métrage, j'ai gonflé du 8 et du Super 8 en 16, puis j'étais chercher des sons que j'avais pas et tout, et j'ai monté un long métrage pour partager l'expérience, c'est-à-dire comment j'ai fait le voyage, les gens aiment bien aussi les histoires d'aventure, et puis mon thème, la Terre n'est qu'un seul pays, qui est d'actualité. D'accord, et en 85, donc après tu t'es marié avec ta femme 84, que tu as rencontrée en Guyane, voilà. Tu as eu une fille. Mais bon, ça t'a pas empêché de continuer les voyages. Oui, parce que ma première fiancée, c'est la route, en fait, faut le dire. Et j'ai une femme, en plus, elle vient du Suriname. Oui, tu m'as dit, elle est casanière. Hein? Elle est casanière, tu m'as dit. Casanière, mais... Un peu l'extrême. Plus casanier, tu meurs. Plus voyageur que moi, ça va être dur à trouver. Mais elle a l'intelligence et la gentillesse, je dirais, de me laisser partir quand je veux, le temps que je veux, où je veux, sans jamais dire un mot. Mais il n'y en a qu'une comme ça, on la garde. Et est-ce qu'elle comprend? Oui, elle ta comprend motivation, très bien. Mais moi, par exemple, avec casanière, je ne lui ai jamais dit « bouge-toi ». J'estime qu'elle a le droit d'être casanière, chacun son truc. On s'entend bien parce qu'on a la même vision de l'homme, des choses. Mais dans le domaine du voyage, il faut dire qu'on est vraiment à l'opposé du spectre. Son dicton dans la vie, c'est « je reste tranquillement à la maison ». Voilà. Et tu n'as jamais vraiment essayé de la convertir, entre guillemets? Ah non, mais moi je pense qu'elle a le droit... Non. Elle a le droit d'être casanière. Alors, de temps en temps, on fait un petit voyage ensemble. Une fois par an, on prend un objectif. Mais moi, elle me pose des problèmes quand je voyage. Parce que moi, je ne vais pas à l'hôtel. Elle veut se laver, prendre une douche tous les soirs. Mais en voyage ou quoi là? Elle me pose des problèmes que moi, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on fait un voyage. Après, de son côté, elle est très fière d'avoir vu un tas de pays grâce à moi. Oui, vous faites quand même quelques voyages ensemble. Ah oui, c'est pas... Mais elle me laisse partir. Elle me dit toujours, d'ailleurs, ça m'étonne, elle me dit... Des fois, j'hésite. Alors il me dit, non, vas-y, ça va te faire plaisir. Et quand je pars, il me dit, vas-y, amuse-toi bien et reviens. Et ta fille, elle a un peu pris le goût du voyage, parce qu'elle a habité dans plusieurs pays. Ma fille, c'est la génération nouvelle. Aujourd'hui, on voyage, c'est normal. C'est pas un truc exceptionnel de voyager. Je parle des Européens, enfin des pays industrialisés. Le tiers-monde reste le tiers-monde. On ne se fait pas des tours du monde et des hippies, des routards dans le tiers-monde. Mais dans le monde nanti, industrialisé, disons. J'ai pas dit civilisé, nanti. Mais voyager ne veut plus rien dire aujourd'hui. On se balade à droite, à gauche. Donc ma fille est née dans ce monde-là, c'est tout à fait naturel. Et je vois depuis qu'elle s'est mariée avec un Anglais. Bon. Ils ont passé déjà, elle était vivre 3 ans en Angleterre, 1 an en Guyane, 5 ans en Israël, maintenant elle est en Hollande. Mais c'est normal pour elle. Et justement, quel regard portes-tu sur le voyage d'aujourd'hui? Le voyage d'aujourd'hui plutôt sur les voyageurs aujourd'hui? Il y a toujours des voyageurs de base que je dirais qui veulent rencontrer le monde, un peu ce que j'ai fait. Ça existe, j'en connais. C'est toujours une minorité quand même. Maintenant, le voyage, il y a eu... Ce qui a cassé l'ambiance, en fait, entre ma première période et la deuxième. Quand je suis rentré fin 73, il y a eu 2 phénomènes qui ont bousillé le voyage. Il y en a un, c'est l'arrivée des charters. Ça a l'air de rien, mais on balance 500 personnes tous les jours dans le même coin. Les gens du coin, ils ne reçoivent pas pareil. Moi, avant, j'étais l'ami qui vient de loin, l'hôte que l'on vénérait. Je suis quoi aujourd'hui? Comme tout le monde, la banque ambulante à plumer. Et ce qui a changé aussi les rapports humains, c'est ça que je veux dire. Maintenant, il y a évidemment tous les renseignements, ce qu'il n'y avait pas avant. Il y a beaucoup plus de routes, d'avions, de charters, il y a tout ça qu'il n'y avait pas avant. Mais les rapports humains, à mon avis, ne sont pas arrangés parce qu'il y a aussi l'industrie touristique
qui a réquisitionné toutes les meilleures plages, tout ça, qui a interdit aux gens du coin, et bien pour les touristes et tout ça. Il y a un rapport de business qui s'est installé là-dedans, ça a changé l'esprit, c'est ça qui... Et tu penses que c'était mieux avant? Non, on peut voyager correctement aujourd'hui aussi, mais avant, d'abord, il y avait la moitié, il y avait que 3 milliards d'habitants sur Terre. C'était moins encombré. Il y avait moins de pollution, moins de bagnoles. Oui, mais il y avait aussi moins de routes et moins de renseignements. Donc, la pièce de monnaie est toujours deux côtés. Il y a un côté qui est mieux et un côté qui est peut-être moins bien. Parce que moi, aujourd'hui, je pars, je sais ce que je vais aller voir, tandis qu'avant, je tombais dessus, quoi. Ça avait le plaisir de la découverte aussi. Mais il est toujours là, le plaisir de la découverte. Il est non, toujours parce que Taj Mahal, tout le monde peut le voir avant de partir. Ouais, mais l'image seulement. Ah oui, oui. Moi je me rappelle quand pas les odeurs, les couleurs, le vécu, c'est différent. Exactement. J'ai une anecdote à l'époque du stop, entre 67 et 73 justement. La Chine était fermée. Il y avait Mao Tse-tung au pouvoir, pas de visa, personne ne rentrait en Chine. La Chine communiste. Bon. Et bien sûr, je voulais y aller. Alors, j'avais essayé de demander en 70 mon visa déjà. Je l'avais demandé 4 fois déjà, dans différents pays, on m'a toujours refusé. J'arrive à Hong Kong, qui était britannique à l'époque. Et je dis, je vais aller demander le visa. Ils avaient un représentant, la Chine rouge. Donc je vais dans le bureau. Alors, le buste de Mao doré qui brille comme Dieu le Père, avec la verrue, la publicité, il faut tuer les impérialistes américains et leurs laquais. Il y avait Karl Marx en 50 langues, très utile pour voyager. Bon. Et la fille, la chinoise, là, en bleu de chauffe. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, la Chine. Mais pas de rouge à lèvres, la casquette, la petite étoile rouge, la tête à Mao, et le bleu de chauffe de tout le monde. Et je lui ai dit, mademoiselle, je voudrais un visa pour la Chine. Et elle me dit, non, on ne donne pas de visa. Je le savais. Alors j'insiste, je lui ai dit, mais écoutez, je suis en train de faire le tour du monde, je veux connaître les hommes du monde entier. Vous êtes un quart de la population terrestre, un quart. Je voudrais connaître les Chinois quand même. Elle me dit, non, pas question, on ne donne pas de visa. Alors j'insiste lourdement, je lui dis, mais enfin, mademoiselle, vous avez la civilisation sur Terre la plus ancienne qui existe. Je voudrais connaître. Non, pas question. Puis elle s'énerve, elle me dit, vous n'avez pas besoin d'aller en Chine, vous avez qu'à lire un livre sur la Chine, ça fera pareil. Et je lui ai dit, non, mademoiselle, ça, c'est comme lire un beau roman d'amour et être amoureux soi-même. Il y a une nuance. Et tu penses que donc, nos jours, le voyage a perdu de l'intensité? Non, je pense que le plaisir de voir le Grand Canyon reste la même, sauf qu'aujourd'hui, bon, il y a une plateforme qui dépasse dessus pour le voir, avant qu'il n'y avait pas... non, le plaisir est le même de découvrir les choses. Je pense que ça reste ça. L'effort, il faut marcher, il y a toujours l'effort de la marche. Non, je pense que... non, mais par exemple, si je prends des exemples, en Amérique du Sud, j'avais été voir le Ventisquero Moreno. C'est un glacier qui tombe dans le lac Calafate, à partir de Rio Gallegos. Mais à l'époque, d'abord, je ne savais pas que ça existait, c'est des gens qui m'ont dit, tiens, tu devrais aller voir le glacier là-bas. Ah bon, me voilà parti en stop, en plein hiver, à l'arrière des camionnettes, il faisait très froid. Mais à la fin, il n'y avait plus de route, plus rien. On marchait, j'étais avec un Mexicain, une Américaine, on marchait dans la boue, la neige qui tombait, la nuit, sans rien voir, et il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Et on est arrivé au bord du glacier, on était tous les trois, c'est tout. Mais il n'y avait rien. On a vu ce glacier toute la journée, il y avait... Maintenant, route goudronnée, on doit payer à l'entrée des chalets et tout. Ça gâche un peu la vue. C'est plus facile. Oui, puis ça gâche la vue. Machu Picchu, j'ai dormi dans les ruines, il n'y avait rien autour. Maintenant, on paye 3 km avant d'arriver. Non, on ne peut pas dormir dans les ruines. Oui, non, mais on ne peut même pas approcher à 3 km, on paye. Ça gâche un peu le truc quand même, il faut le dire. Mais il reste encore quand même pas mal d'endroits. Machu Picchu est toujours aussi joli, mais... Il reste quand même pas mal d'endroits très peu touristiques. Voilà. Ah non, les gros trucs touristiques sont... Non, il y a du monde partout, là. Ce qui est touristique... Non, pas partout. Il y a des endroits où encore très peu touristiques. Vides, mais les choses d'intérêt touristique, là, c'est entouré. Oui, les sites, oui. C'est entouré, alors qu'avant, par exemple, prenons un autre exemple, en Jordanie, Petra, tout le monde connaît Petra. Moi, quand j'y étais, je m'excuse, tout seul. J'étais tout seul, pas un chat là-dedans. La première partie de 55 à 73, je pense que ça a été ma partie universitaire, là où j'ai trouvé des réponses, inconsciemment d'ailleurs, mais j'ai trouvé des réponses à toutes les questions que j'avais en tête. Pour moi, les choses sont claires aujourd'hui. Le puzzle s'est formé. Il n'y a pas des morceaux dans tous les sens. La plupart des gens, même en Europe, sont remplis de fumée dans la tête. De fumée. Moi, j'ai eu la chance de découvrir des choses. Toutes les choses sont claires. L'histoire du monde est claire. Qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Quelles sont les réponses? C'est clair chez moi. C'est pour ça que j'aurais le partager. Mais ça intéresse peu de monde, il faut le dire. Mais bon. Donc, je ne suis pas certain.
ça dépend. Putain, mais quand je dis que la paix va se faire, mais on dirait que j'insulte les gens. Je fais des conférences, je leur dis la paix va se faire. Ouais, ben lui, il n'a pas vu le monde. Oh, ben il rêve. Ah oui, dans 1 million d'années, quand tu es un peu un habitant sur Terre. On dirait que je les insulte. C'est une bonne nouvelle, mais je suis d'accord que ça demande une explication. Surtout aujourd'hui, on va encore pas dans le bon sens. Non. Faut le dire aussi. Non, mais tu dis Faut pas de parler. date. Peut-être eux, ils pensent à court Non, terme. mais moi, je suis pas Madame Soleil avec la boule de cristal. Ouais. Mais la paix est inévitable. Mais il faut dire aussi, je vais quand même rassurer les gens, parce qu'ils vont me prendre pour un utopiste. On n'ira pas par idéal. Il faut bien comprendre ça. Les événements vont nous coincer. Bon, parce qu'il n'y a plus de distance, en tout cas. Mais, en fait, j'avais... J'ai rien prévu, moi. Tout s'est enchaîné parce que j'avais ces... Il y a une espèce de... J'étais passé avec Jacques Chancel à la radioscopie au retour. Et Jacques Chancel, qui avait lu mon premier livre, et qui est un des rares hommes de radio qui est très bon, qui avait bien compris mon histoire. Bien compris, il a compris le fond. Il m'a dit, mais André, alors, avec sa belle voix, il dit, mais vous êtes un missionnaire. Or, sur le coup, moi, je débarquais, j'ai fait quoi? J'ai pas de soutane avec des petits négrillons autour. Il dit, non, quelqu'un qui a une mission. Parce que tu portes un message. Voilà, et il avait mis le doigt sur la chose. Donc, la première partie, 55-60 c'est la partie universitaire où j'ai appris. La deuxième partie, c'est là où j'ai été partager ce que j'ai découvert, comment arriver à établir la paix et tout ça, c'est quand même important. Attention, je ne cherche pas à penser pour les gens, mais je leur dis, regardez les choses nouvelles, il y a des réponses. Regardez si ça vous convient, si ça convient à l'humanité. Mais je ne cherche pas à penser pour les gens, chacun est libre. Et si tu devais recommencer ta vie, tu changerais rien? Rien. C'est une chose. Je partirais avec de l'intétrix ou de l'ersifurie dans mon sac. C'est mon seul regret pour la dysenterie, parce que de toute façon, en 55, quand je suis parti, ça n'existait pas. Mais si j'avais eu ça sous la main quand j'ai chopé ma dysenterie au Pakistan, je l'aurais arrêté tout de suite. Mais comme je n'avais rien, j'étais à l'hôpital en Inde, ils m'ont donné un sirop qui n'a rien fait, et ça m'a dégradé. Pour résumer, aujourd'hui, j'ai un système digestif, un carburateur qui est mal réglé. C'est ça que je veux dire. J'ai des problèmes depuis, ça fait plus de 30 ans. Si j'avais eu ce médicament-là, j'aurais pas eu de séquelles de tout mon voyage. J'ai attrapé des coups de palu, des vers, une dizaine de types de vers dans l'estomac, des champignons sous les bras, du caviar sous les pieds, mais tous ceux qui voyagent ont des trucs comme ça. Mais il n'est pas resté de séquelles, sauf cette dysenterie. C'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu sous la main ce médicament miraculeux. Ça va, donc tu n'as pas eu beaucoup de... Non, mais il y en a qui attrapent des hépatites, il faut rentrer, il y en a qui sont tués dans les guerres, ils sont mis en prison, ils ne ressortent pas. Ça se fait pas comme ça, les tours du monde, quand même. Moi, j'ai quitté les ruines d'Angkor Wat, au Cambodge, pendant la guerre. Je voulais rester... C'était interdit d'y aller, d'abord. C'était l'époque où, pour situer, Lon Nol avait renversé Sihanouk, les Américains étaient rentrés là. Alors, ça a commencé la pagaille. Dès qu'ils vont quelque part, eux, on est sûr de la pagaille. Donc, le pays est à feu, à sang, c'est Khmer Rouge, et interdit de quitter Phnom Penh. Moi, j'ai réussi à sortir en stop. Il y avait des contrôles militaires tous les 50 km. Je suis arrivé dans les ruines. Je voulais passer 10 jours dans les ruines. Au bout de 8 jours, et j'avais un guide bleu, là, il y a tous les détails, je regardais chaque danseuse, chaque truc, tout seul dans les ruines pendant 8 jours. Et le 8e jour, le village où je dormais à Siem Reap, j'ai vu tout le monde qui fuyait. Les femmes, les enfants, on emmenait les poules, les meubles, tout partait. Moi, je ne comprends pas le cambodgien, mais j'ai compris que ça chauffait trop, là. Pendant tout mon séjour, je voyais bien les soldats, ils faisaient des tranchées, ils mettaient des sacs de sable, des mitrailleuses. Mais bon, c'était la guerre, c'est normal. Mais là, je voyais tout le monde qui fuyait. Je me suis dit, là, ça chauffe, je vais encore aller voir les ruines aujourd'hui, mais je ne reste pas 2 jours de plus, je vais partir demain. Je suis parti le 7 juin, et qui a regardé les journaux, 7 juin 70, qui a regardé les journaux, le 8, les Khmers rouges ont pris les ruines, sans la mort. Parti la veille. Faut la chance. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tes parents, quand tu es parti à 17 ans, et même après, ils t'ont soutenu dans ta démarche ou... J'en sais rien. Non, ils n'ont rien fait. Moi, je suis parti, je ne savais pas que je partais aussi longtemps. Et... Est-ce qu'ils t'ont dit, fais ce que tu veux? Non, j'ai dit, je vais apprendre l'anglais. Cherche un travail, etc. Non, j'avais un travail, puis j'avais l'échange avec l'école hôtelière. Et après, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que tu fais, André? Là, il faut que tu aies une famille, une maison, etc. Non. Ils n'avaient pas ce discours. C'est-à-dire, quand je suis parti, j'avais un stage de 3 mois, donc j'allais faire un stage. Après, on ne savait pas, c'est vrai. Mais après, ils m'ont gardé en Écosse. Enfin, j'ai demandé à rester pour perfectionner mon anglais. Donc j'ai dit à mes parents, je reste. Puis après, je suis repassé un jour à la maison, j'ai joué en Espagne. Bon, j'avais un but, donc... non, ils ne m'ont pas guidé ni conseillé, non.
Ils étaient un peu neutres, tu veux dire. Oui, mon père m'a... Enfin, il faut dire quand même, quand je suis rentré au bout de 18 ans, mon père, il me voit arriver, c'était pas banal, au bout de 18 ans, Ouais. il me dit, ah, il vient à la grille, il bêchait le jardin. Du coup, il plante la bêche, il vient à la grille, il ouvre et il me fait, ah, te voilà. Il dit, tu te crois malin de faire le tour du monde, tu ferais mieux de travailler et de te marier comme tes frères. C'est pas lui qui m'a encouragé au voyage, mais ma mère m'avait dit, profites-en tant que tu peux. Oui, tu J'ai as obéi appliqué à à la ma lettre, maman. oui, à J'ai la lettre. appliqué à ma maman. Non, ils m'ont pas conseillé, puis il faut dire aussi, la partie stop, donc au début j'apprenais les langues, j'ai économisé au Canada, mais la partie stop 67-73, ma mère était décédée. Elle était décédée même avant que j'aille au Canada, juste quand je partais au Canada, pardon. Je n'allais pas dire heureusement, mais si je suis en vie, je crois que c'est grâce à ça. Parce que, vu ce qui m'est arrivé, je me suis retrouvé 7 fois en prison, j'ai fait me faire flinguer une dizaine de fois, j'ai été déporté. Il faut voir dans quel état est le monde. Et si je suis encore vivant, je pense que c'est grâce à elle, parce que on dit que des gens, ils ont la chance, la baraka, une bonne étoile, une protection divine, des trucs comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de mots, c'est pas possible. La seule raison que je vois que j'ai échappé à tout ça, c'est parce que ma mère m'a protégé de là-haut. Elle m'a protégé parce qu'elle voulait que je fasse ce... Je pense que si elle avait pu le faire, elle aurait... J'ai fait son voyage. D'abord, elle m'a fait le plus beau cadeau pour voyager. Elle m'a élevé sans préjugés de race, de couleur, de nationalité, de croyance. Ça a l'air de rien, mais ça change le voyage. Parce qu'il faut comprendre que le voyage dépend d'abord du voyageur. Il ne faut pas blâmer les autres, les gens du pays. Ça dépend de soi, le voyage. La beauté dépend des yeux du voyageur. Bon. Elle m'a fait le plus beau cadeau, un cadeau de rencontrer les hommes comme des frères. Ça m'a changé le voyage. Et tes frères ont une vie plus classique. Enfin, Ah plus oui, normale, ils ne sont jamais sortis de France. Ah, jamais carrément. Oui, mais moi je suis encore où je suis né, à Brunois, mais eux ils sont plus là. Qui c'est qui est stable? Moi. D'accord, ils ont jamais. Non, ils ont jamais bougé. Non, Jamais ils ont eu eu des l'envie. enfants, ils sont mariés, ils ont eu un travail. Quoi. Donc j'imagine ils ont du mal à comprendre. Oui, tout à fait, oui. Mais beaucoup de gens aussi ont du mal à comprendre ce que j'ai fait, puis il y en a, on dirait que je leur donne un coup de poing quand je leur raconte mon histoire, mais c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire un coup de poing. Ça les parce qu'il y en a qui auraient voulu le faire, qui n'ont pas pu, ou je sais pas, il y en a, ça les dérange en fait. Pourquoi? Parce que ils auraient voulu le faire ou... J'en sais rien, mais il y a beaucoup de gens, ça les dérange, je m'aperçois. Moi je raconte ce qui s'est passé. Mais j'ai réalisé le rêve de ma mère en fait. Voir le monde, et puis elle disait, parce que avant en France on oublie un peu ça, mais chaque famille, au temps du catholicisme flambant, il fallait avoir un prêtre dans la famille, par exemple. Ça se pratiquait, on a oublié ça maintenant. Et donc elle, on était 3 frères, elle aurait aimé que je sois missionnaire. J'y suis missionnaire, mais pas dans le sens comme on voit le missionnaire en Afrique, mais le gars qui a une mission, oui. Elle aurait aimé voyager elle-même. Oui, elle avait voyagé un peu. Mais elle aurait aimé voyager vraiment plus. Mais j'ai réalisé son rêve à elle. C'est son voyage que j'ai fait. C'est pour ça que j'en suis ressorti vivant, d'ailleurs, je crois. Ton père, lui, était casanier. Mon père, voilà, il bougeait pas. Le jardin, mais c'est très bien, c'est un paysan dans l'âme. Malheureusement, exilé en région parisienne, ça c'était dur pour lui. Mais par contre, mon père, il m'a fait un autre cadeau qui était précieux. Il m'a donné une santé de cheval. Et c'est ça qui fait. Parce qu'il faut pas seulement. C'est important. Il faut pas seulement la santé, il faut la résistance pour ce que j'ai fait. Parce que le $1 par jour, clopinette, je connais. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas une santé robuste. Tout le monde. Voilà, il faut la robustesse, le moral et tout. Et mon père m'a donné une santé, une résistance incroyable. Ça, c'est de lui, ça. Donc il m'a fait aussi un beau cadeau. En dehors de ça, il faut dire qu'il m'a élevé de façon droite, ça a l'air de rien. Moi, je ne truande pas, même quand je voyage, j'ai jamais truandé ni rien, j'ai toujours été très droit. C'est lui qui m'a enseigné ça, donc il m'a aussi donné sa part nécessaire au voyage. Et il m'a appris à vivre de façon simple, parce qu'on n'avait pas d'argent à la maison, le minimum vital, le SMIC, ça ne permet pas des grosses folies. En plus, moi je suis né avant la guerre, pendant la guerre, on n'avait pas à manger. Les rutabagas, je connais, les topinambours, je connais, l'assiette vide, je connais, les oranges pourries, c'était mon cadeau de Noël. Donc j'ai vécu une vraie frustre qui m'a permis de peut-être pouvoir faire ce tour du monde de façon plus facile. Donc quand tu es rentré la première fois, tu as pu quand même partager, par exemple, avec ta mère ce que Non, elle était décédée. Elle est décédée avant que je parte au Canada.
Et ton d'ailleurs, père, c'était difficile du coup de ah ben, partager il n'a ça. jamais entendu une histoire. Il n'avait pas l'oreille pour ça. J'ai jamais pu lui raconter une Ça histoire. l'intéressait pas. Non, il n'a pas d'oreille. Par contre, si ça avait été ma mère, oui. Elle aurait écouté. Ah ben, non, mais ce qu'elle aurait fait, je le sais. Quand je suis parti faire le tour du monde, elle aurait mis une carte du monde sur le mur, et moi, je lui aurais donné les détails des routes que je prenais, des endroits que je visitais. Elle aurait tracé la carte. Et je serais enterré avec une carte toute tracée. Elle aurait fait ça. Mais mon père, non, parce qu'il ne savait pas où étaient les pays, il n'avait aucune idée, lui. J'ai une voisine, elle me dit, ah bon, vous avez fait le tour du monde, mais je crois que vous étiez cuisinier en Turquie. Comme quoi, qu'est-ce qu'il lui a raconté, je cuisinier en Turquie. Et est-ce que tu as changé ta façon de voyager par rapport au début? Ah non, je n'ai pas changé. Non, il y a toujours... Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, pour aller dans un pays à l'extérieur, bon, je prends un charter. Ouais. Mais sur place, tu fais autant de stops qu'avant? Mais sur place, c'est le même style, oui. Ça aussi, ça peut avoir changé, parce que si j'ai un jour de libre, je vais sortir mon pouce, moi j'aime ça. On aime, on n'aime pas, mais bon, ça se discute pas le stop. On aime, on n'aime pas. Si on n'aime pas, on va pas faire d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis coincé souvent à prendre des autocars. Pourquoi? Parce que j'ai un billet charter. Il faut que j'arrive à temps, sinon je rate mon retour. Oui, d'accord. Et puis, mais quand tu fais de l'autostop, par exemple, c'est aussi facile qu'avant? C'est aussi difficile qu'avant. C'est aussi difficile qu'avant. C'est pas pire. C'est pas plus difficile. Non, le stop, ça consiste à lever le pouce et attendre. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Donc, mais il y a le plaisir. Alors, souvent, je suis coincé à prendre des autocars. Alors, évidemment, je ne suis pas coupé des gens, parce que les gens dans les autocars, c'est les gens du pays aussi. Oui, aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas le même défi, le même plaisir que le stop, parce que le stop, ça, c'est vraiment l'aventure. On ne sait pas qui va s'arrêter et quand. Puis, le stop, on ne va pas chercher l'autocar dans le garage. On va au bord de la route, où est-ce que c'est? On sort, il faut trouver l'endroit, il y a tout un... Et au niveau du logement, Non, je toujours pas à l'hôtel, c'est le principe de base. Alors au début, est-ce que tu as essayé Couchsurfing? Tu connais Couchsurfing? Mais oui, Couchsurfing. Mais oui, il y a hospitalité.com. Voilà, par exemple. Je sais que je suis un vieux stock, mais j'entends parler de ces choses-là. Et d'ailleurs, mes voyages maintenant avec le petit jeune qui m'accompagne, lui, il fait ça. Donc, on arrive dans les villes, on a un endroit où dormir. Mais pour dire comment est venu le stop, quand je suis arrivé avec ce taxi londonien, les deux Canadiens, à la frontière du Panama, de la frontière, on devait aller à la ville de Panama, à peu près, je sais pas, à 80 km, quelque chose comme ça. On tombe sur un Américain, mais lui qui avait l'air d'un baroudeur. Moi, j'ai pas l'air d'un stopper ou d'un voyageur ou d'un baroudeur. On me prend pour le libraire à chaque fois dans les salons. Mais lui, il avait l'air, la barbe, comme ça, le gros dur, les gros biscottos, chapeau, le jean troué, enfin, il avait l'air du baroudeur. Ouais, impressionnant. Il vient nous voir et dit, hé les gars, vous allez à Panama, à la ville? Oui. Vous pouvez m'emmener? Il faisait du stop. Alors on dit, bah, écoute, on n'a pas de place devant, on est trois déjà devant, il n'y a que 2 sièges d'ailleurs. Mais derrière, on a notre planche où on dort dans le taxi. Si tu veux t'allonger sur la planche, tu peux venir avec nous. Puis alors moi, je lui parle, je regarde ce gars plein d'admiration. Je lui dis, mais tu viens d'où, toi? Il me dit, moi, j'arrive du Texas. Je dis, du Texas? Je dis, mais comment t'es venu ici? Bah, en stop. Quoi? En stop? On peut venir du Texas jusqu'ici en stop? Bah, il dit, oui, j'arrive en stop. Je dis, mais c'est incroyable, mais tu dors où? N'importe où. Il dit, je veux pas à l'hôtel. Mais je dis, mais c'est pas vrai, un gars comme ça. Je dis, mais jamais je pourrais faire des choses pareilles. Si on m'avait dit que j'allais en faire 100 fois plus, je l'aurais pas cru. Pour dire que je n'étais pas parti dans l'idée de faire du stop, que les choses se sont enchaînées. Alors au début, après l'Amérique du Sud, je pensais prendre un avion pour le Japon, un avion pour l'Inde et un bus pour Paris. Un truc un peu classique. Mais c'est pas ça qui s'est passé, mais je me suis embringué dans le stop malgré moi. J'aimais ça aussi, parce que sinon je n'aurais pas fait. Parce que j'avais quand même fait du stop en Afrique avant, j'en avais fait en école, enfin un petit peu avant, mais des petits tronçons. T'as l'habitude, ouais. Et c'est passé que, quand je me suis séparé de mes Canadiens à Buenos Aires, il y a une femme qui me dit, André, ça te dirait d'aller en stop en Terre de Feu? Je dis, comment en stop? Eh bien en avion stop, moi je travaille pour les militaires, je ne peux pas les saquer, je vais leur extirper un billet gratuit pour toi. Je suis parti avec 2 avions militaires en Terre de Feu. En Terre de Feu, je dors chez l'amiral. Un jour, il me dit, tu vois le bateau qui est dans le port, là, ouais? Ça t'intéresse d'aller au Chili avec? Je peux te coller dessus, je connais l'amiral. Ah bah ouais. Super. Autrement dit, j'ai commencé avion stop, bateau par des rencontres, etc. Et alors après, je tombais sur ce Mexicain sur le bateau, puis on a tourné dans le sud, enfin la Patagonie, et c'est là que je me suis aperçu que j'avais dépensé $1 par jour. Et je me suis dit, bah alors si je tiens en stop avec le $1 par jour, le monde entier m'appartient, je peux réaliser totalement mon rêve. C'est venu comme ça. Et maintenant, tu pars plusieurs semaines, plusieurs mois ou... Non, ça dépend où je vais. Là, maintenant, là, je suis marié, tout ça. Puis j'ai 75 ans quand même. Et j'ai plus la même souplesse. Là, je vais partir un mois le mois prochain parce que j'ai raté un truc
Pas de guide avant, pas de renseignement. Je passe à côté, en Californie, c'est la vallée de la mort. En plus, ça tombe bien, vu mon âge canonique, la vallée de la mort, c'est adapté. Et puis, il y a la basse Californie que je n'ai pas vue, donc je vais partir un mois, là. Si je pars après, si je réussis à aller sur l'île de Tristan d'Aconia, ça sera un mois aussi. D'accord. C'est un mois. Oui, tu as des projets. Et puis, là, si tu as toujours des projets Chagos, de voyage, oui, etc. Chagos, ça sera au moins un mois, oui, oui. C'est inépuisable. Ah oui, non, mais moi, ça te paraît bizarre ce que je veux dire, mais je peux encore remplir un cahier aujourd'hui de tout ce que j'ai envie de voir. Mais à 75 ans, j'aurais pas le temps. Alors bon, bah. Enfin bon, le plus gros effet quand même. Oui. Le plus gros effet, oui. Ce que je voulais dire, une chose qu'on pourrait rajouter, c'est que on parlait si le voyage est important ou pas. Alors je disais, l'important c'est d'être heureux, d'être en accord avec soi-même. Néanmoins, dans le contexte d'aujourd'hui où on vit un monde sans distance qui a rétréci et on est dans le même bateau. Et je pense que ça serait intéressant si chaque jeune pouvait partir de son pays, ne serait-ce que 3 mois ou 6 mois dans un pays étranger, totalement étranger. Il ne s'agit pas que le Français il bouffait des frites en Belgique. Il n'y a rien à voir de différent. Mais se plonger dans un pays tellement, très différent, que ce soit un échange mondial, ça changerait la face du monde radicalement. Parce que tous nos problèmes viennent de l'ignorance, on le sait bien. Les préjugés de race, tout ça. Tous les Français, s'ils avaient l'occasion d'aller vivre en Algérie un petit bout de temps, mais ils changeraient leur optique sur les Algériens. Parce qu'évidemment, on ne peut pas juger les pays, les gens, sur les touristes qui se comportent toujours mal en général, les militaires qui cassent tout. Donc tu penses que... Ou les fils d'émigrés qui sont mal adaptés. Donc tu penses que globalement, s'il y avait plus de monde qui voyageait, le monde serait meilleur? Oui, on améliorerait le monde parce qu'on se connaîtrait, ça ferait tomber les préjugés et ça changerait tout. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça tout le monde dans sa vie devrait au moins voyager plusieurs mois ailleurs, au moins une fois. Par exemple, un Européen qui va en Inde quelques mois, mais le mec peut pas revenir le même. C'est pas possible. Oui, l'Inde. Donc, oui, l'Inde, ça marque. Le gars va pas revenir le même. Donc, chaque pays peut enrichir. Moi, évidemment, je les ai tous vus, alors c'est un sacré enrichissement, c'est cette chance. Mais on n'est pas obligé de voyager toute sa vie. Mais un échange, même ne serait-ce qu'aller vivre, sans vraiment forcément voyager, mais aller vivre dans un pays très différent, une famille très différente, tout seul. Il ne s'agit pas de partir en groupe. Oui, en indépendant, quoi. Tout seul, et ben, là, ça changerait le monde, oui. Et même, je pense que la dernière année scolaire devrait se faire dans un pays étranger, très étranger. Ouais. C'est ce que certains font. Si on balançait les Français qui n'ont pas envie d'étudier, alors qu'ils ont tout sous la main, moi je suis pas écœuré, ils ont tout sous la main pour étudier, ils veulent pas bosser les mecs. On les collerait en Afrique dans une école qui n'a pas d'école, qui n'a pas de mur, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de craie, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de chaise, on a le cul par terre dans la feuille et sur les fourmis, et voilà comment on apprend. On les collerait un an à apprendre comme ça, peut-être qu'ils trouveraient pas mal la France. Peut-être, oui. Bon. Certains partent à l'étranger, font l'effort, mais en effet, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Peut-être faudrait que ça soit obligatoire. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais on voit quelqu'un qui a voyagé. C'est pas le même discours que quelqu'un qui a jamais voyagé. C'est assez drôle. Quelqu'un qui a voyagé correctement. Je parle pas de celui qui s'est mis dans un groupe organisé. Bon, il a le droit. Il a fait ses vacances. On a le droit aux vacances, mais ça, c'est pas voyager. Mais celui qui a voyagé, comme je dis, à ras des pâquerettes, au milieu des gens, il n'est pas le même. Il n'a pas le même discours. Ça, c'est sûr. Son esprit est plus souple aussi. Oui, tout à fait. Oui. Il relativise, il peut relativiser. Et puis, oui, ça c'est très net. Oui. Moi, par exemple, quand je parle à des étrangers en France, ou même des beurs, ou des gens qui sont mal adaptés, il faut le dire, il y a un tas de raisons, en tout cas. Mais souvent, quand je leur parle, ils me disent « Ah, mais toi, tu comprends ça, toi ?» Ah, mais dis donc, ils sont étonnés parce qu'un Français puisse raisonner comme je le fais, ils sont toujours surpris. Oui, parce que je comprends leur déclic, leur ressort, pour avoir été dans leur origine et d'autres endroits. Ça les surprend toujours. Donc toi, oui, forcément, tu as toujours voyagé lentement. Oui, j'ai pris mon temps, enfin, dans mesure aussi, parce qu'il faut dire, le voyage, on est contingenté par le visa. S'il donne 10 jours, on est 10 jours. Bon, mais la plupart des pays, il y a des pays, je suis resté au Canada, par exemple, bon, c'est pas un pays très étranger pour les Français, mais je suis resté 4 ans, j'ai passé 2 ans au Congo, j'ai quand même passé, oui, je suis passé à une vitesse lente, et puis à pied, quoi. Le stop, c'est quoi? On est à pied, on a le sac sur le dos, mais il faut attendre. En fait, le stop, c'est la voiture ou le camion élimine les grandes distances. Mais néanmoins, il faut sortir jusqu'au point de départ et tout. Donc, j'étais au milieu des gens et à pied. Oui, j'ai pris mon temps.
Donc là, voilà, tu continues à porter ton message, à faire des conférences, Oui, à et puis écrire des découvrir livres. ce que j'ai pas vu, il y a toujours ce Et découvrir, plaisir-là. ouais, continue. Oui, oui, moi, même en France. Même C'est en c'est France. une bonne retraite, ça. Même en France, des fois, je vais dans les salons de livres, des causeries, des fois qu'on me demande. Mais je tombe dans un petit village avec quelque chose que j'ai jamais. Là, je viens d'aller à Soulanges. Mhm. Je connaissais pas, c'est vers Moulins. C'est une ville médiévale. Jamais vu, mais j'étais enchanté. Mhm. C'est fabuleux. La France est un beau pays. La France, mais, tout à fait. Mhm. D'ailleurs, le continent qui a le plus à montrer, c'est l'Europe. Et la France a énormément et beaucoup de variétés, parce qu'on a des plages, la Mhm. montagne. Ouais. Et puis, on parle de la France, par exemple, pour sa bouffe, sa technologie, la mode, et beaucoup de trucs. Mais on en parle rarement pour l'architecture. Et je trouve qu'un des points forts de la France, c'est l'architecture. Mhm. Ouais. Tous les villages de France, même des villages anonymes, inconnus, il y a toujours un petit pont moussu, Mhm. un pignon, il y a toujours un coup d'œil, il y a des trucs sensationnels partout. Je trouve qu'au niveau architecture, la France, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et puis elle a su garder quand même, chaque province a cherché à garder un peu son originalité. Mhm. L'Alsace a des maisons alsaciennes. Le Pays Basque, la Provence a des maisons roses. Mhm. On cherche à garder, et c'est tant mieux, à garder ce qui fait Ah, l'originalité. tout à fait. C'est pas aux États-Unis, une maison en 30 ans, elle est vieille, on la fout par terre, on fait une tour. Bon, c'est bien beau, mais. Donc, non, la France est très belle, et on bouffe bien, il faut le dire, aussi. Aussi, oui, beaucoup. D'ailleurs, je m'excuse de dire, mais si c'est le pays qui a le plus de touristes, c'est peut-être une raison. Ah oui, bah oui. Maintenant, c'est le une problème de raison. la France, à mon avis, si on en parle, la France, c'est un pays qui, pour moi, a développé l'art de vivre. Mhm. L'art de vivre comme très peu de pays au monde. Bon, l'Italie aussi est très proche. Bon. Mais le problème, elle a développé l'art de vivre, mais elle a oublié comment vivre. Parce que les rapports qu'il y a en France sont désagréables. C'est un paquet de sauvages à Paris. Mais Plus qu'ailleurs qu'en Europe, tu penses? Les Français, la meilleure définition que j'ai entendue des Français, c'est les Québécois qui la donnent. Ah. Ils disent les maudits Français. Ils disent plus maudits parce que De Gaulle est passé. Et moi, je m'excuse de dire, j'étais là avant, pendant et après. Et maintenant, ils disent, il les a mis sur la carte. Ça a tout changé. Donc ils disent. Il leur a redonné leur fierté. Bravo. Il a été la redonner aux Allemands aussi, en passant. Et pas qu'à eux. Mais ils disent les Français. C'est un paquet de râleux, de critiqueux et de snobinards. Ça, c'est notre réputation dans le monde. Qui est vrai alors, en partie. Mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le seul autre pays qui peut nous concurrencer dans ce domaine-là, râleux, critiqueux, snobinards, c'est les Argentins. D'ailleurs, il y a des coins de Buenos Aires qui ressemblent à Paris. C'est pas pour rien. Ouais. Mais on a cette réputation-là. Alors, eux, les Québécois, sont pas comme ça. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique qui a dominé l'histoire du Québec leur a planqué un type extrêmement dangereux, Voltaire. Alors l'esprit voltairien, critiqueux, râleux, tout ça, ils l'ont pas eux. Alors c'est très agréable là-bas, il faut dire. Mais on a développé l'art de vivre, oui, raffinement même, le raffinement, il faut le dire. Mais on a oublié comment vivre. Enfin, quand je vois à Paris, les gens rentrent dans les boulangeries, ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Mais les sauvages, les requins, ils sont à Paris. Moi, quand je rentre de l'étranger à Paris, j'ai l'impression à chaque fois de prendre une douche froide. Voilà l'impression que j'ai. Une fois que je quitte Paris, je vais en Indonésie. Je regarde, j'arrive, je dis, mais quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est bizarre. J'essayais de comprendre. Mais c'est drôle. Ah, ben oui, tous les gens sont souriants. Ouais. Ah non, mais c'est clair qu'il y a une énorme différence, en effet. Là, c'est l'extrême, entre le pays du sourire, un peu comme Bali. Donc, ici, il y a certainement les Paris. relations humaines peuvent s'améliorer, on peut dire ça. C'est ça que je voudrais dire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens hospitaliers, sympas et tout. Non, bien Faut pas. sûr, bien Mais sûr. l'ambiance générale. Mais d'ailleurs, il y a écouté. Surtout, oui, l'ambiance s'améliore pas en ce moment avec la crise. Oui, en plus, bon, ça n'arrange rien, mais on a la bagnole, le feu est vert et rouge. On passe au vert, si on ne démarre pas tout de suite, on se fait klaxon, on risque le coup de couteau à la limite. C'est une façon de se comporter, ça. Bon, eh bien, écoute, André, merci de m'avoir accueilli. Voilà. Merci d'être venu. Ça fait un petit moment qu'on parle. Merci de m'avoir accueilli chez toi